Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va faire une grosse update sur BTC. On va parler d'inflation, on va parler de crise géopolitique et énergétique avec cette espèce d'embrasement autour de l'Ukraine qu'on peut avoir ces derniers temps. Et puis ensuite, on va, je pense, se concentrer principalement sur BTC aujourd'hui, puisque je pense que ça va être un week-end assez crucial. Donc on passe tout de suite sur le partage d'écran. Vous voyez ici que sur l'action de prix, et j'en profite pour faire, parce que sinon j'oublie après l'appel à l'abonnement, n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît, activer la cloche des notifications, mettre un like, etc. C'est la seule manière que vous... J'ai pas de formation à vendre, il y a rien à vendre sur cette chaîne. Absolument rien, pas de PDF, quoi que ce soit. Simplement, le moyen que vous avez de me tipser, c'est de propulser la chaîne vers le haut en mettant des commentaires, des likes, des choses comme ça, en faisant bouger un petit peu la communauté et les algorithmes de YouTube autour de la chaîne. Voilà, ça c'est dit. À partir de là, tout simplement, on est sur une fin de semaine où il y a eu énormément de choses. J'ai fait une vidéo, moi, je crois que c'était le 10, oui, le 10, où je vous ai dit, regardez bien la bougie de 14 heures, parce que les chiffres de l'inflation vont sortir à 14h30, et que du coup, ça va amener beaucoup de volatilité. Les chiffres, on s'attendait à ce qu'ils soient plus forts que ceux de décembre, donc c'est des chiffres mensuels, hein. Donc c'est ce qui sont sortis, c'était les chiffres de janvier 2022, du coup. Ils étaient égales quand ils sont sortis à décembre 2021, donc ça veut dire l'inflation ne s'arrête pas. L'idée, c'était ça. Donc là-dessus, on a eu un sell-off qui correspond aussi à des liquidations, là, ici, hein, bien évidemment. Donc ça a commencé par un petit sell-off au spot, c'est-à-dire le spot s'est réveillé et s'est mis à vendre. Liquidation dans un sens. Ensuite, il y a énormément de shorters qui sont rentrés sur ce mouvement, donc du coup, on les a liquidés ici dans l'autre sens. Et puis ensuite, le prix est revenu, puisque là, on avait énormément aussi de longueurs qui étaient rentrées sur cette hausse. Le prix est revenu dans l'autre sens pour nettoyer tout ça. On a eu aussi une autre news qui elle datait plutôt de hier, qui est le porte-parole de la Maison Blanche qui dit écoutez, il semblerait que la Russie soit sur le point d'envahir l'Ukraine à any moment now, voilà, n'importe quand à partir de maintenant, au vu des mouvements de troupes qui se font à la frontière. Alors, je fais pas de politique, moi, sur cette chaîne, mais je vais prendre les choses pour vous les montrer sous un angle, comment dire, un petit peu géopolitique aussi, mais également énormément par rapport à l'énergie, bien évidemment, et par rapport aux enjeux énergétiques que représente l'Ukraine, tout simplement. Et puis, sur l'inflation, on va faire un gros point aussi. On va commencer par l'inflation, d'ailleurs. L'inflation, donc pour ce chiffre qui est sorti là en janvier, plus une correction, c'est-à-dire je crois qu'ils avaient vu 7,2 pour toute l'année 2021, et finalement, ils ont refait les calculs, et ils se sont rendus compte qu'on était plutôt à 7,5% d'inflation. Donc du coup, tout ça va déclencher, et c'est quasiment certain, il y a plusieurs sources qui le disent maintenant, une réunion d'urgence de la Fed, donc la banque fédérale, la banque centrale américaine, on va dire, très rapidement. Ça arrive très rarement que la Fed, déroge à son espèce de calendrier qui est un peu trimestriel comme ça. Ça arrive très rarement que la Fed dise, eh ben en fait finalement on fait une réunion d'urgence. Réunion d'urgence qui aura lieu ce lundi et qui la dernière avait eu lieu en 2015, qui probablement va nous annoncer bien sûr une hausse des taux de 0,25% tout de suite. Ça va être une réponse forte à cette inflation qui continue. Donc les Américains veulent donner une réponse forte, donc on aura probablement une rehausse des taux. Tout ça, bien entendu, a des impacts d'arbitrage, on va dire. Si les taux remontent, on va dire que certains assets qui sont les plus risqués, donc les actions technologiques, hein, a priori, les actions qui ne sont pas encore profitables, mais qui représentent des forts potentiels de croissance, qu'on appelle un portefeuille dynamique en fait, fort potentiel de croissance, mais aussi fort potentiel de correction. Ces actions-là sont les premières qui prennent dès qu'on parle un petit peu de lutte contre l'inflation, bien entendu, puisque les taux remontent, donc vous pouvez sécuriser vos investissements sur des choses, à la fois plus safe, mais qui recommencent à rémunérer un petit peu, hein. Donc ça fait des arbitrages de capitaux. Donc ça, c'est en train de se passer. On a vu d'ailleurs que les alts ont tout de suite corrigé très fort sur cette narration inflation, et Bitcoin a moins corrigé qu'elle finalement, parce que Bitcoin est relativement considéré comme plus monétisé, plus installé, plus capitalisé. Voilà. À partir de là,
Donc ça, pour l'inflation, c'est dit. Réunion de la Fed lundi. Donc lundi, je pense qu'il y aura pas mal de volatilité aussi. Probablement qu'on va attaquer sur un sell-off lundi matin à la bourse, hein, je parle, et que peut-être que ce sell-off va se sell-off, donc un panique, pas un panic sell, mais que ça vende plus que d'habitude, voilà. Peut-être que ce sell-off va se répercuter sur BTC. Ensuite, on continue sur l'Ukraine. Ukraine, bon, bref. Globalement, je pense que vous avez la télé. Moi, je l'ai pas, mais je vais chercher mes informations, etc. C'est évident que il y a des choses qui se préparent en Ukraine, etc. En fait, pour moi, si vous vraiment vous regardez dans le temps, cette crise de l'Ukraine, elle dure depuis des années et des années, et en fait, elle dure, comment dire? Voilà. Staline, à un moment donné, trouvait que l'Ukraine était un pays trop agraire et que la Russie dépendait trop de l'Ukraine par rapport, comment dire, à ses réserves, on va dire, parce que l'Ukraine, vous savez, on vous l'a appris à l'école, et était un peu le grenier de la Russie. C'était la production de céréales, etc. Et donc, du coup, il décide comment dire, de joindre à l'Ukraine à un moment donné, histoire de lui donner moins de pouvoir à la Douma, au Parlement. Il décide de lui adjoindre la région du Donbass, qui est une région plutôt minière et plutôt russophone. Donc ça, je pense que c'est dans les années 27, 28, je sais pas, dans ces années-là. Et puis à un moment donné aussi, Staline perd un petit peu, comment dire, perd un petit peu le soutien des Ukrainiens, puisqu'au départ c'était bien sûr l'Ukraine était un des États de la fédération du Soyouz, de l'URSS, voilà, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et donc du coup, à un moment donné, il perd un peu le soutien. Pourquoi? Parce que il décide de donner à manger à la Russie et d'affamer l'Ukraine. Ça s'appelle l'Holomodor. Holodomor, c'est une période où, bien évidemment, l'Ukraine a été laissée de côté par Staline. Donc du coup, il y a depuis ce moment-là, bien entendu, quelque chose qui s'est cassé. Et aussi, il faut comprendre que la région du Donbass est russophone, elle parle russe, et la région ukrainienne est ukrainienne, elle parle ukrainien. Donc ces deux zones ne se comprennent pas tellement. Aujourd'hui, le Donbass serait plutôt favorable à retourner du côté russe, on va dire ça comme ça, et puis la partie ukrainienne serait plutôt favorable à ne plus être le vassal de la Russie. Voilà, c'est ça un peu l'idée globale, voilà, que vous pouvez avoir de cette crise-là. Et assez souvent, quand on trace des frontières à la règle, comme on a pu le faire en Yougoslavie, comme on a pu le faire dans d'autres endroits, avec des gens qui ne se comprennent pas forcément, ça marche à peu près au début, et puis il y a un jour où ça ne marche plus. Voilà. Donc, est-ce que voilà, est-ce qu'on doit être comment dire attristé par ça? Et là, je vais reprendre comment dire ce conflit plutôt sur une idée vraiment de marché financier. Donc, qu'est-ce que pourrait donner une invasion russe sur les marchés? Et ben sincèrement, en fait, et ça c'est vrai, c'est vraiment quelque chose que on se rend compte. Ça va mettre le pétrole va skyrocketer. Mais en général, sur les très gros événements, comment dire, géopolitiques majeurs, finalement, il y a toujours un sell-off sur le moment, mais finalement, 6 mois après, le marché revient beaucoup plus haut que ce qu'il était auparavant. Et c'est ce qu'on peut voir ici, sur 28 cas où comment dire, qui ont été des très grosses crises politiques. Dans 19 cas, le Dow Jones était plus haut 6 mois après que la crise ait commencé. Ensuite, bon, ben, bien sûr, il y a le 11 septembre où 6 semaines six semaines après le 11 septembre, le Dow Jones qui avait baissé de 20%, finalement 6 semaines après avait déjà fait son recover. Bon, encore une fois, je veux pas faire de politique sur ce channel du tout, c'est vraiment pas l'idée. Simplement, on va attaquer les choses un petit peu plus sur ça. Vous voyez, c'est donc le White House, la Maison Blanche qui dit que l'Ukraine va probablement être envahie très rapidement. Alors, il faut bien comprendre que comment dire, Staline, Staline, oui, avait coupé l'Ukraine en deux, qu'il y a eu toutes ces histoires qui se sont créées entre ces deux peuples et que ça a duré assez longtemps. Il faut bien comprendre aussi que qu'est-ce que ça nous dit par rapport à Bitcoin, puisque finalement c'est ça qui nous intéresse nous. Eh ben, une augmentation du prix du pétrole, donc comment dire, du baril de Brent. Vous voyez que là, il est en train de s'enflammer littéralement, et que si jamais il y a vraiment conflit, ce que je ne pense pas être le cas, je pense que tout ça est simplement
une histoire d'intimidation à l'instant T, et puis de mouvement de troupes. On sait aussi que l'OTAN a amassé des troupes pas mal, bah voilà, dans des pays comme la Turquie, etc., des pays qui sont assez proches comment dire, de la Russie. Donc la Russie n'était pas très contente de ça. On sait que le Donbass, a priori, on ne sait pas trop si ils préfèrent être plutôt du côté russe ou du côté ukrainien à l'instant T. En tout cas, une partie du Donbass s'est soulevée pour récupérer, comment dire, sa souveraineté politique et ne pas être dépendante de l'Ukraine. C'est un petit peu ce qui a créé la guerre civile. En tout cas, le pétrole, il va skyrocketer au 100, c'est sûr. Si ce conflit ne se dénoue pas bientôt, le pétrole va augmenter aux 100 dollars. À qui ça profite, ce type de narration avec un pétrole très cher? Eh bien, ça profite d'un côté aux États-Unis, qui, je vous le rappelle, et ça personne ne le dit et personne n'en parle, mais les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde, devant la Russie, qui va en profiter aussi, et les Émirats arabes unis, qui vont bien entendu en profiter aussi. Le problème du pétrole américain, c'est qu'il est très cher à extraire par fracturation hydraulique, c'est gaz de schiste, etc. et tout. Mais les Américains ont fortement relancé les investissements pour avoir à la fois extraction de pétrole et de gaz sur leur propre sol. Et du coup, ils se retrouvent avec des excédents. Donc, c'est quelque chose qu'ils ne consomment pas eux-mêmes. Donc, ils se retrouvent avec des excédents. Les Américains ont une forte volonté d'envoyer du gaz liquéfié par bateau vers l'Europe, puisqu'ils ont des excédents. Donc, il faut qu'ils écoulent voilà, ces gisements. Et à l'inverse, les Russes ont aussi un fort intérêt à doubler Nord Stream, donc à ce que leur gazoduc qui passe comment dire, qui passait avant par l'Ukraine, mais qui maintenant va le contourner par la mer Baltique, si je dis pas de bêtises, et arriver directement en Allemagne, ce gazoduc soit fini de construire et soit mis en service. Donc du coup, on a les Américains qui veulent vendre du gaz à l'Europe et les Russes qui veulent vendre du gaz à l'Europe. Probablement que les prix du gaz vont augmenter aussi puisque la Russie va être victime de sanctions économiques. Donc elle-même en retour, elle va augmenter le prix du gaz, c'est évident, pour se hedger, hein, pour tout simplement, voilà, et puis pour elle aussi à son tour donner des sanctions là-dessus. Donc finalement, cette situation tendue, elle arrange tout le monde d'une certaine manière. Enfin, elle arrange tout le monde. Bien sûr, vous comprenez que ici, je mets vraiment des entre parenthèses. Voilà, j'essaye de pas parler de politique, j'essaye de parler uniquement d'énergie et j'essaye de donner les raisons de ce conflit. Mais quelque part, finalement, un pétrole à 100 dollars, la Fed aussi pourra dire, bah regardez, c'est pas nous, c'est une crise énergétique. C'est pas parce qu'on a imprimé 42% de la masse monétaire en plus, c'est-à-dire que 42% des dollars aujourd'hui qui sont en circulation ont été imprimés en 2020 et 2021. C'est pas ça, c'est pas la cause. La cause, c'est la guerre, la crise énergétique, etc. Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Pour moi, sincèrement, non. Par contre, il est possible qu'il y ait des intimidations. Il est possible qu'il y ait comment dire, des petits événements un petit peu tendus qui peuvent, comment dire, augmenter cette narration. Cette narration-là, elle profite aussi aux oligarches, elle profite à plusieurs personnes. Et encore une fois, je juge pas. Je sais pas ce que je ferais si moi-même, comment dire, j'étais ultra milliardaire et que j'avais des intérêts à faire peur aux gens. Mais elle profite aussi aux oligarches, puisqu'ils ont souvent des intérêts dans le pétrole, ils ont souvent des intérêts dans les stocks, si jamais ils veulent en acheter plus bas par exemple. Ils ont souvent des intérêts dans les médias doivent très bien marcher en ce moment et il doit y avoir, les gens doivent être pendus à leur télévision sur toute la péninsule américaine et autres. Et puis trois, elle profite bien entendu au budget militaire et aux ventes d'armes dans tous ces pays. Souvent, ces gens-là sont dans les mêmes cercles d'influence. Donc souvent, ces gens-là, comment dire, peuvent utiliser la politique pour développer une narration très longue autour d'un FUD, ce qu'on appelle un FUD, qui peut créer les conditions, comment dire, d'un momentum assez intéressant pour pouvoir avoir ce type de situation. Encore une fois, je ne juge pas, mais ça veut dire que probablement, et là je rejoins, comment dire, ce dont je parle sur la guerre et le deuxième sujet qui était l'inflation, ça veut dire que probablement, soit
On a une inflation énergétique qui continue, qui est plus forte encore. Donc un plus fort combat de la Fed et un plus fort combat, des pays sur ce plan-là, parce que le pétrole augmente et le pétrole fait partie du CPI, de l'indice des prix à la consommation. Donc du coup, soit on a un combat encore plus fort de la Fed, soit à l'inverse, la Fed retarde un petit peu ses narrations parce qu'elle sent qu'on est au bord d'une crise économique annoncée par, entre guillemets, un contexte global militaire et géopolitique très mauvais. Donc, on en revient ici à la Fed. On en revient aussi, et on croise la situation géopolitique à bien sûr un pullback, c'est ce qu'il est en train de se faire, un pullback que pour l'instant, moi je reste sur la logique de pullback sur BTC, donc là on va reparler de BTC, hein, bien entendu. C'est le principe était de vous expliquer globalement le contexte global, à la fois gaz, pétrole et inflation dans toute l'histoire. Jusqu'où peut descendre BTC? Bah, tout simplement, il y a plusieurs niveaux à surveiller. Moi, je vous avais dit tout de suite, on va pullbacker là-dessus, sur cette droite-là. Euh, Ici, je vous avais dit que si les chiffres étaient pires que descendre sur cette bougie de 13 heures, on allait probablement descendre. Ben, en fait, on a liquidé dans les 300 et puis ensuite on est descendu. Pour moi, le contexte géopolitique n'est pas une narration importante, mais il faudra bien regarder les prix du pétrole et la flambée des prix du pétrole. Ensuite, il faudra largement et très largement surveiller le support des 41. D'accord? Si jamais le support des 41 000 dollars, qui est un support très fort, puisque on l'avait énormément travaillé ici. Vous voyez ici, là, c'est vraiment un support très fort. Maintenant qu'on l'a retraversé, hein, ça redevient un support. Vous comprenez que ici, on le retraverse. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Hop. On le retraverse, on le pull back ici, d'accord. Et là, pardon, excusez-moi, il est au-dessus. Mais ça, c'était aussi un support. Mais ici, là, pardon, on est là, donc on le retraverse, on le pull back un paquet de fois ici, et puis, tac, on s'extirpe vers le haut. Ici, on bute un petit peu contre le premier arrêt avec une ou deux déviations, des fake-out. On essaye de travailler ici la ligne de coup de l'épaule tête-épaule qui est le support jaune que vous voyez ici. Donc, les chances de pullback, pour moi, au 41, elles sont évidentes. C'est-à-dire qu'on va y aller. Sincèrement, on va y aller, ça, sans aucun problème. Donc, c'est pour ça aussi que je vous disais de prendre profit. Si jamais vous aviez acheté, les 36 ou les 38 sur BTC ou sur des alts, hein, voilà, c'était important. Ici, au moment où on passait les 41, moi personnellement, j'étais pas sûr ici qu'on reste au-dessus des 41, donc j'ai pris un petit peu de profit sur ce que j'avais et j'ai repris un petit peu de cash. Si jamais on s'arrête là, je rachèterai peut-être un petit peu. Sinon, j'attendrai de voir le développement un petit peu de la structure. Ensuite, si vraiment on part sur une crise géopolitique forte, vous voyez ici dans le volume profile qu'on a un gros creux ici et que si on ne rebondit pas sur le bord du volume profile ici, si le marché est OK pour rentrer dans toute cette zone-là, alors là, si on prend le range un petit peu, enfin ce que j'appelle le range en fait, oui, mais c'est ça en fait, voilà. Ce que j'appelle le range pour l'instant, bah, c'est simplement le fait qu'on ait fait comme ça. Et on pourrait redescendre ici, d'accord? Ici, si on redescend ici, bah, on aura un support ici sur cette ligne d'axe qui est assez importante, moi je trouve. Et on aura bien sûr cette espèce de ligne du biseau descendant. Si jamais on devait revenir tester tout ce bazar, le dernier rempart, il est là pour moi. C'est-à-dire croisement entre la ligne de la running flat, c'est-à-dire le mouvement précédent, la grande baisse de mai-juillet, est exactement égal au mouvement de la baisse de novembre à janvier. Et donc ça, c'est cette droite rose qui est ici. Je vais dézoomer après pour que vous compreniez. Et ici, on aurait la ligne du biseau descendant. Donc descendre en flèche jusque là, par exemple, et rebondir sur les deux en même temps, qui réinstallerait comme cette espèce de logique un peu de ah ben on est dans un range. Donc là, tous les youtubeurs à 2 balles vont vous dire c'est un range. Ça y est, j'ai vu un range. Je comprends que c'est un range. Non, on se balade de support en support et de résistance en résistance. Enfin non, oui, c'est un range. D'ailleurs, en fait, non. Voilà. Il n'y a aucun problème avec ce mot. C'est juste que voilà, pour l'instant, ce type de. Pour moi, un range, il commence à 3 touches, c'est-à-dire 3 et 3. Et un range, pour moi, les ranges sont plutôt des phases d'accumulation ou de distribution. Donc, à partir de là, je dézoome un petit peu pour que vous compreniez la situation un petit peu plus dans son ensemble. Et là, vous comprenez que ce dont je vous parle, c'est ici la running flat, donc le canal dans son ensemble, donc la rose, là, dont je vous parlais. Ici, ligne d'axe. Ici, biseau en élargissement descendant. La figure bleue. Pour l'instant, on n'a pas réussi à passer ça.
On a des chances de venir, enfin c'est sûr même, on est en train de venir tester ça, c'est-à-dire cette ligne de tendance qui est ici. Casser le support des 41 nous emmènerait, je pense, forcément vers la zone des 36. Voilà, pour moi, la zone des 36, voire 33. Si on perd les 41, on a des bonnes chances d'aller tout en bas et de refaire une petite touche vers le bas du biseau. Aller plus bas, pour l'instant, on peut pas vraiment en parler parce que tout dépendra un petit peu de ce que nous dit la Fed. Théoriquement, cette réunion en urgence de la Fed, elle est plutôt faite pour augmenter les taux rapidement, en théorie. Après, maintenant, sur fond de guerre, etc., et sur fond d'inflation pétrolière, ça augmente encore plus cette narration de il faudrait augmenter les taux. Mais si le marché crache, si jamais vous augmentez les taux et que vous faites crasher le marché, c'est dramatique aussi. Puisqu'il y a énormément de gens qui vivent grâce au marché et puis d'entreprises aussi. Donc, vous pénalisez l'emploi. Est-ce qu'il vaut mieux, continuer à avoir des gens qui vivent de vivre en chèque et qui malheureusement perdent leur pouvoir d'achat, mais maintenant que cette impression monétaire, elle a été faite, maintenant que le mal est fait, entre guillemets, et qu'on a pu faire tourner la planche à billets, ces gens-là vont perdre du pouvoir d'achat sur plusieurs années. C'est comme ça. Comprenez bien aussi que l'inflation correspond quelque part à entamer votre valeur travail. Si vous n'êtes pas capable d'investir sur les marchés, si vous n'avez pas aussi de potentiel d'épargne, c'est-à-dire que vous vivez vous vivez de chèque en chèque, eh bien, votre valeur travail dans le temps, donc votre salaire qu'on vous donne tous les mois va se déprécier via l'inflation. Comment on crée de l'inflation? On crée de l'inflation par le crédit. Les taux d'intérêt sont bas, donc on vous prête plus facilement. Donc du coup, en fait, actuellement, la narration est de dire que on donne beaucoup d'argent gratuit à des gens qui n'en ont pas besoin, puisque très souvent, les banques sont plutôt enclins à prêter de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin, à ceux qui en ont déjà. Donc vous mettez de l'argent en collatéral, vous mettez de l'argent, vous nantissez des assurances vie, des choses comme ça, vous hypothéquez des biens que vous avez par exemple, et puis ça vous permet d'avoir accès au crédit. Donc cette inflation et cet accès au crédit bénéficie bien entendu aux plus riches. Ensuite, à l'inverse aussi, donc c'est un vol de la valeur travail, des gens qui ont par exemple épargné, etc., et qui n'ont pas forcément l'éducation financière d'accéder à des produits plus performants. Et puis, c'est aussi un vol de certains secteurs vers d'autres secteurs. Ici, en l'occurrence, on voit que c'est le secteur énergétique qui est en train de profiter de tout ce contexte géopolitique, secteur énergétique et secteur, on va dire, militaire bien évidemment. Voilà. J'espère que tout ça était relativement complet. On surveillera très très fort le support des 41 et cette ligne d'axe là. Si jamais on a un premier rebond dessus et qu'on arrive à venir s'installer au-dessus de la ligne de coup d'épaule tête-épaule, plus le premier arrêt depuis mars 2020, on sera déjà quand même sur quelque chose de... On pourra souffler un petit peu, sinon on va tout simplement revenir pullbacker, ce que j'ai annoncé comme étant vraiment une possibilité, ici au 35 000, au 33 450 au plus bas. Et puis après on verra, peut-être aussi qu'on va redescendre ici au 24. Sincèrement, je pense pas que ça soit... Je pense que cette running flat pourrait tenir. La running flat, donc c'est ce canal ascendant ici qui a été touché ici au dollar près. Je pense qu'il y a des gros intérêts qui veulent, il y a des gros portefeuilles qui ne veulent pas qu'on revienne dans cette zone. Donc voilà, on fera pas d'order flow aujourd'hui. Sachez que l'order flow est plutôt en faveur d'un pullback dans tous les cas. Sachez que sur les gros niveaux de liquidation, alors ça je sais que ça intéresse beaucoup les abonnés. Hop. Donc je le fais. Niveau d'options qui ont clôturé hier aussi, donc on était avec un max pain à 41, donc c'est globalement, on n'est pas trop loin du max pain, hein, puisque le prix est descendu, je pense que hier à un moment donné il est descendu au 42, 43. Ouais, c'est ça, on était au niveau à peu près actuel, hein, sincèrement, en fait, au plus bas, ouais, c'est ça. Ce matin à 9h, là je suis en daily, ce matin à 9h, on a ouvert euh, ici. Donc oui, c'est ça, 41 800. Donc ces BTC-là ont été libérés. Je crois que le niveau d'option était autour de 20 000 BTC, si je me souviens bien. Oui, j'étais sur donc les liquidations. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a des positions un petit peu dans les deux sens. On est venu ici, vous avez vu, c'est ça que je vous expliquais là quand je vous ai parlé du mouvement de liquidation dans les deux sens, de la bougie d'inflation de 14h30 que j'avais annoncé, comment dire,
le 10 février, donc avant-hier. Là, on vient chercher tous les longueurs qui étaient là-dessus. Le prix se retourne. Hein. C'est pas ce mouvement-là est plutôt un mouvement de sell-off, hein, puisqu'on n'avait pas besoin de venir cueillir. C'était pas des grosses positions, si vous voulez, ce qui s'est ouvert là. On est quand même venu en chercher un paquet. Et vous voyez que sur la descente, tout ce qui s'ouvre en short, là, bah, c'est tout ce qui disparaît tout de suite, instantanément. Hein. Les énormes positions qui sont ouvertes là en short, sur cette donnée de l'inflation, les gens ont dit, allez, on met un gros billet en se disant qu'il y aura un gros sell-off sur Bitcoin. Et tout de suite, le prix se retourne. Donc ça, c'est un mouvement qui est market maker. Pendant que le prix se retourne, et ben du coup, on a énormément de positions qui s'ouvrent en longue. Ce sont les positions là ici qui sont roses. Et puis, on vient chercher tout de suite ces mecs-là aussi. Alors, le grand gagnant, là, je pense que c'est lui parce qu'il est encore dans le train. Alors, lui, il a vraiment super. Lui, il a dû avoir très, très chaud aux fesses. Et puis ensuite, là, pour l'instant, on reliquide vers le bas. On s'occupe un petit peu de ce nuage-là. Là, vous voyez que le delta est plutôt ici en faveur des shorters, donc plutôt pour un rebond. Mais si on regarde aussi les petits portefeuilles, puisque iBlock ne regarde que les très grosses positions et en levier très fort, on est à peu près en ce moment équivalent, en tout cas, sur l'order flow. On aurait peut-être plutôt des gens à venir chercher sur les 41 600 ici. Tout ça n'est pas une certitude. Les niveaux d'order flow ici, avec à peu près à 7 milliards, vous voyez le nettoyage qu'on a fait là depuis. On est parti ici, on était à 8 et voire au plus haut à 8,2. On a quand même nettoyé ici 1 milliard de positions leveragées. 7 milliards, c'est un niveau nominal pas trop mal. On va dire que le marché à 6, à 5-6 est relativement content parce que finalement, c'est des positions qui sont 3 milliards au-dessus, 3 milliards en dessous, mais qui sont relativement loin du prix, si vous voulez. Donc, du coup, qu'on pourra short squeezer dans un moment ou l'autre, mais là, il faudra que vraiment le marché ait choisi une décision grâce au spot. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, c'était vraiment un point géopolitique évident. Alors, je ne suis pas ni pro-américain ni pro-russe. Je vous fais tout simplement juste comment dire, un point sur comment on pourrait voir les choses aujourd'hui, justement en étant hyper neutre. Bien sûr, les Américains, il y a un petit peu d'ingérence quand même dans les affaires de l'Europe et dans les affaires au niveau énergétique, etc. Souvent, les Américains disent que c'est pour la démocratie, etc. Et maintenant, je pense qu'on n'est pas dupe, quoi, si vous voulez. Enfin voilà, les gens comprennent que c'est plutôt, comment dire, la démocratie de l'oncle Sam. Donc, je suis ni pro-américain ni pro-russe, mais vous avez certainement un biais qui peut être légèrement, comment dire, pro-russe, puisque ma femme est moitié russe, moitié ukrainienne. Donc, en tout cas, ça me permet de comprendre un petit peu mieux, comment dire, et d'avoir étudié beaucoup plus la mentalité de ce pays, à la fois la mentalité de l'Ukraine, comme la mentalité de la Russie, puisque j'ai les deux à la maison. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Si vous avez comment dire, pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi un commentaire en russe et un commentaire en anglais dans la même phrase. Comme ça, on pourra, comment dire, restaurer la fraternité et l'amour entre les peuples à travers des commentaires de ce channel. Je vous remercie beaucoup. Passez une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu et activer la cloche des notifications après vous être abonné si ça vous a plu. Excellente journée à tous et merci.